Bonsoir, Stéphane Lefebvre, je suis adjoint à l'aménagement du territoire et à l'écologie. Donc la première thématique, c'est le parc de l'Europe. Donc je vais essayer d'être rapide parce que vous avez déjà eu tout dans le film. Pas mal de choses qui ont été rappelées. Le parc de l'Europe, pour nous, ça a été 3 ans de travail avec les habitants, 3 ans de concertation, un peu plus d'1 an de travaux, différents chantiers dans le chantier. On en a profité pour refaire toutes les problématiques de pluviales. Avec les 2 épisodes pluvieux qu'on a eu cette semaine, on se rend compte que c'est important d'anticiper. On a eu une réflexion sur les jeux, et là, je pense que c'est un vrai pari gagné sur les jeux au niveau du parc de l'Europe. Le fait d'ouvrir le parc sur la ville, avec cette barrière qu'on a ôtée, et finalement beaucoup d'inquiétudes, et le résultat est quand même plutôt bien aujourd'hui. On voit que c'est un parc qui est ouvert au public et plus quelque chose qui est un petit peu privatif. Et puis donc la volonté de ramener dans le parc de la biodiversité, alors ce terme ça commence à être de mieux en mieux accepté, et puis d'y accueillir des événements festifs. Et donc là, les animations qui y sont depuis la fête du sport qui a commencé, les animations dans le parc, là, les rencarts actuellement, ça va se terminer par une semaine festive autour de plusieurs animations par les Donc là encore, je pense que c'est quelque chose qu'on a réussi. C'est un parc qui continue à vivre et sur lequel on continue à être à l'écoute. Les jeux, c'était une réussite, mais il y avait un petit manque sur les jeux pour les tout petits. Donc ça, on a réglé, on a ajouté un jeu toujours en dialoguant avec les assistantes maternelles pour que le jeu finalement la réponde vraiment aux objectifs. On a ajouté des bancs. On sait qu'il manque encore un petit peu de bancs. On reste à l'écoute pour faire vivre ce parc. Par contre, on ne reviendra pas à des pelouses traditionnelles bien vertes et bien. Et ça, par contre, il faut encore qu'on travaille sur la pédagogie pour expliquer que c'est ce type de paysage, je pense qu'il faut qu'on accepte aujourd'hui partout en ville et partout en France. Permis de végétaliser et composteur partagé, là on est vraiment dans le quartier qui était précurseur pour ces 2 thématiques, puisque le permis de végétaliser, on l'a relancé très récemment en proposant aux habitants qui veulent fleurir leurs pieds de mur ou qui veulent végétaliser devant chez eux, de venir candidater auprès de la commune. Après on regarde un petit peu, on instruit sur la faisabilité ou pas. Et c'est quelque chose qui existe depuis des années ici dans le quartier, avec des espaces qui avaient été dédiés aux personnes qui souhaitaient s'en emparer. Alors du coup ça va refroidir un petit peu les services parce que c'est des maisons qui sont amenées à vivre, à avoir des départs, des arrivées, et quand les gens partaient et que c'était pas réentretenu, les services ne savaient pas trop comment faire. Donc ça, cet aspect-là, on l'a un petit peu sécurisé entre guillemets avec une convention qu'on signe désormais avec les habitants qui sont demandeurs. Aujourd'hui, on a à peu près une dizaine de demandes, il y a 6 projets qui sont déjà aboutis, il y en a 4 qui sont en cours d'instruction. Et puis, un petit peu comme ici, c'était pas le pied de mur, c'était un espace un petit peu plus loin de la maison. On fleurit des pieds d'arbres. On a un habitant du côté de la Morlière qui nous a dit moi j'ai un petit délaissé à côté de chez moi, j'en ferais bien un petit espace potager, est-ce que je peux l'utiliser? La convention on l'adapte, mais on ouvre aussi la possibilité aux habitants d'aller investir d'autres lieux que chez eux, en sécurisant un petit peu les choses, et je pense que ça crée du lien, ça crée de la conversation entre les habitants, donc c'est vraiment l'un des objectifs majeurs. Et puis les composteurs partagés, là aussi, pour les personnes qui ont la chance d'avoir un terrain et qui veulent un composteur, l'aglo le donne sans trop de difficulté. Sur les bailleurs sociaux, quand ils ont de la possibilité de foncier, ils l'installent directement chez eux. Là, elle n'a pas pris, le bailleur n'avait pas d'espace privé au niveau de son domaine, donc on a installé juste à côté des jeux pour enfants des composteurs partagés entre les habitants. Et ça recrée à nouveau du lien, ça recrée des conversations entre les gens. Et puis ça va dans le sens de toute façon des obligations, puisqu'à partir du 1er janvier 2024, on ne pourra plus mettre ces déchets alimentaires valorisables directement dans la poubelle noire. Et donc l'agglomération qui est en charge des déchets va être obligée de trouver des solutions qui passeront par des composteurs dans la majorité. Voilà. Sobriété énergie, eau. Pour faire le lien, alors Daniel y reviendra sur le territoire intelligent, il y a différents aspects dans la sobriété énergétique et différentes énergies, différents fluides. Quand je parle de fluide, il y a l'eau bien évidemment, il y a l'électricité, le gaz. Pour commencer par l'électricité, avec le territoire intelligent, Angévoire Métropole a opté pour remplacer tous les luminaires de toute l'agglomération pour passer en LED. Ils le font commune par commune, et en traitant à peu près 2 tiers sur la première fois et puis le dernier tiers après pour chaque commune. La dernière
commune, elle n'attend pas 10 ans pour voir son parc évoluer. Saint-Barthélemy a fait la chance d'être l'une des premières communes à être traitée, donc on a à peu près les 2 tiers du parc qui ont été passés en éclairage LED. L'objectif c'est d'économiser 66% des consommations et du coup derrière on est sonnante et trébuchante en thématique en termes de finances. Et M. Charlot conclura d'ici 2 heures là-dessus, parce que je suis plus bavard comme vous le savez. Le gaz, vous avez vu effectivement dans la presse que, comme toutes les communes, on a essayé d'avoir une politique de sobriété énergétique en réduisant les températures de chauffage et beaucoup de complexes, de bâtiments, à part pour la petite enfance cet hiver. On a effectivement travaillé, et on y travaillait déjà, sur tout ce qui était thermique à court terme, en changeant des robinets thermostatiques, des choses comme ça, et à plus long terme, comme sur Jules Ferry, des rénovations de bâtiments. Mais là, pour le coup, les dépenses sont conséquentes, et là, il faut qu'on passe sur des périodes beaucoup plus longues. Et pour finir sur l'eau, l'eau, c'est aussi le nerf de la guerre. Donc on travaille et sur l'infiltration des eaux de pluie dès qu'on a des projets qui s'y prêtent. On va essayer de travailler sur la récupération des eaux sur le projet de la Cressonnière, dont on parlera un petit peu plus tard. On travaille sur ne pas jeter l'eau dans les tuyaux sur la piscine, où on récupère une partie de l'eau pour arroser des espaces verts. Et là, on est allé plus loin cette année, puisqu'on a acheté une bâche de presque 200 mètres cubes, oui, c'est ce que je vais dire, pour stocker l'eau des bassins, pour pouvoir les réutiliser à la fin de la période où on bascule sur la piscine externe. Voilà. L'école Jules Ferry, donc c'est la continuité de ce que je viens de dire sur les problématiques de sobriété énergétique et là pour le coup aussi de confort estival. On a revu sur l'école Jules Ferry toute la partie isolation du bâtiment dans les 2 aspects, l'hiver et l'été. On avait aussi des problèmes de fonctionnalité de l'école avec des bureaux, notamment le bureau de la directrice qui n'était pas vraiment un bureau mais plutôt une galerie, on va dire. Donc là, on a un vrai bureau, on a revu l'ergonomie de la répartition de certains espaces, on a revu la cantine avec un espace beaucoup plus grand. Et tout ça, effectivement, l'objectif premier qui était l'enveloppe thermique du bâtiment, c'était pour gagner en consommation. J'ai atteint mon copain, je suis à 2 minutes. Non, je ne suis pas dévié. Et donc, l'idée, 78%, logiquement, ce qui est l'objectif visé, c'est d'économiser 78% sur les fluides pour ce bâtiment. Et là, on réfléchit, du coup, sur Jules Ferry aussi, là c'est la maternelle, sur Jules Ferry élémentaire pour cette année, plutôt l'année prochaine pour maintenant, fin de cette année, début d'année prochaine. Les réflexions sont en cours et si les budgets nous le permettent, on a encore des incertitudes sur la partie fondation du bâtiment. Si c'est pas trop onéreux sur cette dernière incertitude, c'est de poursuivre avec Jules Ferry élémentaire la rénovation thermique du bâtiment, puisque on a 65 000 m² de surface de bâtiment et il faut y aller petit à petit, mais il faut qu'on avance effectivement sur notre patrimoine. Complexe. Complexe, éco-complexe. Alors l'éco-complexe, c'est un petit mot qu'on a inventé pendant la campagne électorale. Ça ne voulait pas dire grand-chose, mais finalement on arrive maintenant à voir un petit peu ce qu'on va y mettre derrière. C'est un complexe sportif. On veut en faire quelque chose d'écologique, en termes encore une fois, d'isolation des bâtiments, parce que ça fait partie des bâtiments les plus énergivores, étant donné qu'à la base c'était une société horticole de mémoire qui avait des livraisons dans le sportif. Ça a évolué au fil du temps. Loisirs et création occupe les parties qui peuvent être les anciens locaux de la partie administrative de ce bâtiment. Donc voilà, il y a une isolation qui est ancienne, beaucoup d'améliorations à apporter en hiver comme en été pour la partie gymnastique. Il y a une volonté aussi de ramener dans ce complexe sportif des activités qui n'y sont pas encore, et notamment des préfabriqués qui sont à Jules Ferry, qui sont très énergivores, qui ne sont pas en accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, qui contiennent de l'amiante. Enfin, l'idée, c'est comme on l'a fait sur le parc de l'Europe, de plusieurs problématiques ou de plusieurs pistes d'amélioration, faire un programme commun et qui soit cohérent pour mettre effectivement une somme d'argent conséquente, mais la mettre de manière réfléchie, raisonnable et raisonnée sur un projet. Donc il y a plusieurs idées. Les invariants, c'est de l'isolation du bâtiment, c'est de ramener l'école de danse
dans une salle qui ne sera pas une salle de danse, mais qui sera une salle multi-activité, parce qu'il faut maintenant mutualiser les espaces. Après, dans les choses un petit peu plus optionnelles, entre guillemets, qu'on fera si on peut se permettre de le faire, c'est d'aller vers une amélioration aussi des locaux de loisirs et récréation, vers des imperméabilisations, des aménagements extérieurs pour faciliter aussi et rendre plus agréables ces espaces. C'est un projet, là pour le coup, qu'on a travaillé un peu comme le Parc de l'Europe, c'est-à-dire qu'on a pris un assistant à maître d'ouvrage, quelqu'un qui s'est mis à notre place à nous pour aller rencontrer les utilisateurs ou les futurs utilisateurs et recueillir leurs besoins. Donc on avait cette neutralité grâce à cette personne-là, qui nous a fait un petit programme de ce que ça pourrait donner. Aujourd'hui, on a consulté les maîtres d'œuvre, futurs architectes, qui vont mettre ce programme en prescription technique, en prescription administrative, pour que les entreprises derrière puissent travailler. Et là encore, on a voulu, vu le budget qu'il va y avoir derrière, ne pas faire de bêtises. Et donc on a ouvert à toutes les personnes qui étaient susceptibles de proposer ce programme. On en a retenu 3. Et là, on leur a dit maintenant, vous pouvez travailler plus sérieusement. Et on va choisir sur ces 3-là. Mais les 2 qui seront partenus, finalement, auront un dédommagement pour le temps qu'elles vont passer au projet. Donc au moins, on va avoir 3 projets qui seront construits, qui seront structurés et qui derrière pourraient voir le jour si jamais ils étaient retenus. Et on en retient un début juillet. J'ai fini. Voilà, un peu plus vite. 12 sites refuges LPO, je vais aller très vite ou pas. Non, les refuges LPO, c'est ce que j'ai mis dans un des magazines municipaux. C'est pour moi une vraie reconnaissance de tout le travail que font les agents au jour le jour. Il y avait une interview de Nicole tout à l'heure. Nous, on est là pour 6 ans. Enfin, il nous reste encore 3 ans à faire. Dans 3 ans, on sera peut-être plus là, je ne sais pas. Mais par contre, les services restent. Et ces services-là, depuis plusieurs dizaines d'années, ont mis en place une gestion des espaces verts qui a été valorisée à une époque par le label Ville et Village Fleuri. Mais derrière ce label, je pense qu'il y a peu de monde qui sait concrètement toutes les notions qui se cachent. On pense aux fleurs, mais il y a la notion de sobriété aussi en eau pour les espaces verts. Il y a la notion d'aménagement urbain, de choses comme ça, mais c'est relativement opaque. Les refuges LPO et le fait de pouvoir labelliser en une seule fois, ce qui était le premier en France, 12 sites pour une commune comme la taille de Saint-Barthélemy, pour moi ça reconnaît toutes les valeurs qui se cachaient derrière les villes et villages fleuris, mais de manière beaucoup plus compréhensible pour les habitants et surtout pour les agents, parce que je pense qu'ils ont une valorisation plus forte avec le label refuge LPO que ce qu'ils avaient avec les villes et villages fleuris. Donc voilà, et derrière il y a plein de notions, la biodiversité, la faune, la flore. Avec la LPO, on a un partenariat où ils font une formation aussi des agents relativement continue avec une intervention par an et des interventions qu'on a aussi à destination des habitants. Les dernières étant sur le Hérisson qui ont connu un succès quand même assez conséquent. Éco-pâturage. Éco-pâturage, quelque chose qui a été initié sur le mandat précédent. Et là encore un remerciement aux agents, puisque la commande politique c'était de dire on voudrait gérer nos espaces de manière différente, c'est à la mode d'avoir de l'éco-pâturage, est-ce qu'on peut faire de l'éco-pâturage dans la commune? Il y a des sociétés spécialisées qui le font, il y a beaucoup de communes qui sont parties avec des sociétés spécialisées. Quand on a vu les devis et finalement la commune devait encore mettre la clôture, aller surveiller un peu régulièrement les animaux, et c'est plus de la location d'animaux que, de ce que j'ai ressenti, que vendre des prestataires privés. Et là les services ont dit si vous nous donnez un tout petit peu de temps, on peut vous proposer quelque chose en régie. Et finalement, on est la seule commune de l'agglomération à avoir un cheptel municipal avec une quinzaine de moutons, actuellement 5 chèvres. On savait qu'on aurait des ennuis. L'année 2022 a été un petit peu démoralisante pour les agents, puisqu'on nous a volé 2 chevaux qui avaient à peine 48 heures, très peu viable, une quinzaine de chèvres. Ça leur a mis un petit peu au moral, mais bon, ils vont rebondir et on va passer avec des moutons qui sont les moutons du Cameroun, donc une naissance qui est peut-être un petit peu moins jolie à regarder, qui sera peut-être un petit peu moins appétissante. Mais pour le coup, la volonté c'est de poursuivre. On a actuellement 4 hectares qui sont aménagés pour pouvoir accueillir notre cheptel.